Bonsoir, rebonsoir, jusqu'où ira l'affrontement? Il s'agit bien de cela désormais, l'affrontement entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Le ton a changé soudainement entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On va l'entendre, d'autres déclarations ce soir et nous recevons Alexandre Orlov. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Combien d'années aviez-vous été l'ambassadeur de Russie en France? 9 ans. Le ton a changé, on va parler beaucoup des États-Unis, mais aussi il s'est passé quelque chose d'important ces derniers jours entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. C'est cet appel au téléphone entre les deux présidents. Est-ce que ça a changé quelque chose à vos yeux? Non, je ne pense pas que ça a changé quelque chose, mais je crois que cette conversation téléphonique qui a quand même duré presque 2 heures, très très long, était sans doute utile. Ils ont repris le contact, le dialogue. Je crois que chacun a resté sur ses positions, mais cela a donné d'abord une possibilité de travailler ensemble entre la Russie et la France sur l'Iran. Nous sommes quand même 2 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et c'est important que nous avons une position plus ou moins commune sur ce sujet. Et puis, ça a donné aussi la possibilité au président Poutine de rappeler au président Macron notre position sur l'Ukraine. Il n'a rien dit de neuf, parce que Macron le connaît depuis longtemps, mais non, donc je crois que c'était quand même utile. Il y a eu des hauts et des bas dans les relations entre les deux pays, entre les deux présidents. Il y a eu des très hauts, notamment à Brégançon, où les liens avaient été assez cordiaux. On a commencé à Versailles. À Versailles, avec à Versailles quand même des pics, quand Emmanuel Macron avait rappelé que la Russie avait tenté des interférences dans la campagne présidentielle. Après, il y a eu la formule où Emmanuel Macron avait dit « il ne faut pas humilier la Russie ». Et puis ensuite, il y a eu d'autres formules beaucoup plus dures à votre égard. Emmanuel Macron a dit « la Russie est une menace existentielle pour l'Europe ». Et hier soir, le patron des renseignements des services secrets français l'a redit sur LCI. D'accord. Mais écoutez, c'est vrai que si on regarde la position du président Macron sur la Russie, elle a évolué. Je crois qu'elle a parti d'une vraie volonté de nouer des liens particuliers avec Poutine, avec la Russie, dans la tradition gaullienne, je dirais gaulliste. Et je me souviens très bien de son intervention devant les ambassadeurs français, je crois que c'était début septembre 2018, où il y a tout un passage, on dirait c'est le général de Gaulle qui parle. Et notamment, elle dit que je sais, chers amis ici réunis, que beaucoup de vous ont fait leur carrière pour travailler contre la Russie. Maintenant, vous devez changer. Je sais qu'en France, il existe un État profond, mais moi, je veux développer les relations avec la Russie. Hélas, je constate que des années ont passé, et c'est l'État profond qui était plus fort que le président Macron. Et puis, une chose très importante, il n'a pas été suivi par ses alliés européens, qui lui ont dit « mais qu'est-ce que tu parles? Pourquoi nous devons améliorer les relations avec la Russie? Nous ne voulons pas. » Et là, Macron a changé, malheureusement. Il a complètement changé son attitude vers la Russie. Et maintenant, il veut être vraiment le chef de guerre de l'Europe contre la Russie en parlant de cette menace existentielle, mais qui n'existe pas. Qui n'existe pas, puisque poser une simple question, les Russes sont des gens rationnels. À quoi bon envahir l'Europe? Qu'est-ce que ça va nous donner? Pourquoi? Alexandre Orlov, comment vous croire? Rappelez-vous que sur ce même plateau, ici même à LCI, votre successeur, l'ambassadeur de Russie en France, avait dit quelques semaines avant votre invasion de l'Ukraine, non, pas du tout, nous n'allons pas envahir l'Ukraine. Aujourd'hui, vous dites, mais non, ne vous inquiétez pas. La nature du conflit avec l'Ukraine et soi-disant avec l'Europe est complètement différente. Puisque l'Ukraine, si vous voulez, ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est que son prédécesseur, Boris Yeltsin, aurait dû faire il y a 30 ans, quand l'Ukraine a déclaré l'indépendance. C'était un seul État. L'Ukraine n'a jamais existé comme un État-nation. Il fallait juste corriger des frontières. Mais attendez, ça veut dire que vous niez à l'Ukraine son droit à l'existence comme nation? Pas du tout. Maintenant, c'est un État indépendant, reconnu par la Russie, reconnu par tout le monde, mais je vous dis que comme il n'existait pas avant, il fallait bien juste corriger des frontières en fonction des gens qui y habitent. Et dès le début, dès la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine, Yeltsin a dit, mais à Kravchuk, attention, la Crimée est à nous.
Il a dit on en parlera après. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous fait l'erreur? Est-ce que la Russie fait l'erreur de ne pas avoir saisi la main que le président Trump vous tendait? Écoutez sa déclaration quand il dit « Puisque c'est comme ça, nous allons livrer davantage d'armes à l'Ukraine contre vous ». Monsieur le Président, avez-vous l'intention d'envoyer plus d'armes à l'Ukraine? Nous allons envoyer quelques armes supplémentaires. Nous devons le faire. Ils doivent être en mesure de se défendre. Ils sont frappés très durement maintenant. Nous allons devoir envoyer plus d'armes, oui. Des armes défensives principalement. Alexandre Orlov, est-ce que là, vous avez la monnaie de votre pièce? Rappelons-le, ces dernières heures encore, la Russie a bombardé notamment la ville de Loutsk en Ukraine. Les bombardements sont très importants, sont parmi les plus importants depuis 2022. Si on se met à la place du président Trump, vous vous moquez de lui? Non, écoutez, pas du tout. D'abord, je crois qu'il ne faut pas parler de changement, disons, dans les relations entre Trump et Poutine. Je peux vous assurer que les relations sont toujours bonnes. Il y a une confiance réciproque et surtout du respect réciproque. Moins bonne. Pardon, quand on dit bullshit. On verra. Il a dit bullshit, on ne peut pas dire que ce soit de très bonnes relations. Non, on verra bien. Écoutez, on verra. Pour l'instant, il a dit... le président Trump, Vladimir Poutine dit beaucoup de bullshit. D'accord. Le président Trump, c'est un bavard. Il parle beaucoup. Souvent, il se contredit lui-même. Et là, je crois qu'il faut juger la politique des États-Unis, surtout du président Trump, enfin, par les actes et pas par les paroles. Sur les actes, pour le moment, rien n'a changé. Les armes, les renseignements, les Américains les ont toujours fournis, même avec Trump. Ça, il n'y a rien de nouveau. Et pour nous, ça ne change rien, puisque Poutine, il le sait très bien. C'est que si nous faire quelque chose, nous pouvons compter sur nous-mêmes. Expliquez pourtant ce mystère. Beaucoup, y compris ceux qui ont parfois une vision, disons, indulgente à l'égard de la Russie, beaucoup ne comprennent pas que vous n'ayez pas saisi l'occasion. Un président Trump qui, en quelque sorte, a été très proche de la Russie ces dernières semaines. Et au lieu de saisir l'occasion, vous bombardez encore plus l'Ukraine. Non, on ne bombarde pas plus. Ah oui, ça c'est chiffré, c'est le nombre de drones et de missiles. Ça continue de deux côtés. De deux côtés. Vous savez que les Ukrainiens... Ils se défendent, c'est leur pays. Non. Mais avec vos armes, les armes françaises, britanniques et les Allemands, ils frappent des sites de plus en plus en profondeur de la Russie. Ça a beaucoup changé. Avant, ils n'ont pas osé tirer sur les villes frontalières. Maintenant, ils tirent sur Moscou et plus loin. Vous voudriez quoi? Qu'ils vous envoient des fleurs? Vous envahissez leur pays, ils ne vont pas vous envoyer des fleurs. C'est pour ça qu'on répond. C'est tout simplement la guerre qui continue. Et c'est pour ça qu'il faut s'asseoir autour de la table et négocier. Nous avons déjà eu 2 rencontres entre 2 délégations. Nous avons proposé la 3e rencontre. Nous avons dit, après le 22 juin, nous sommes prêts à vous rencontrer quand vous voulez. Nous attendons toujours leur réponse. Vous semblez sous-estimer le risque de tension. On a vu que le président Trump, à l'égard de l'Iran, par exemple, contrairement à ceux qui disaient il est mou, il n'osera pas, etc., a osé bombarder le site de Fordo. Est-ce que ça a été un signal pour vous? Ah, pas du tout. Écoutez, la Russie, c'est pas l'Iran. La Russie, c'est pas l'Iran. Je vous dirais que même Biden, qui était beaucoup plus belliciste que Trump, disait toujours, surtout, pas de guerre avec la Russie, puisque la Russie a des armes nucléaires. Et Trump le comprend parfaitement bien. Ça, écoutez, il y a des jeux de mots, etc. Je dirais que Trump se croit comme un maître d'école qui alors distribue des bons points, des mauvais points, des punitions aux élèves. Il se croit être le maître du monde. Des fois, un peu, il perd la réalité. Croyez-vous réellement que l'OTAN cherche à vous attaquer? Oui, c'est inscrit dans toutes les déclarations de l'OTAN. Même pendant la dernière rencontre à La Haye, ils ont dit que notre ennemi principal, c'est la Russie. Nous devons nous préparer à une guerre contre la Russie. Jamais l'OTAN dit qu'elle ne veut envahir la Russie. Non, écoutez, dès la création de l'OTAN, la guerre contre la Russie, c'était la raison d'être de l'OTAN. Bien sûr, vous avez vos missiles braqués sur nous. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. C'était réciproque. Oui, c'était réciproque. Voilà. Mais pour autant, est-ce que vous pensez que l'OTAN cherche à envahir la Russie? Jamais elle n'a dit ça. Jamais elle n'a donné des signes de ça.
Je ne peux pas décider à la place de l'OTAN, mais dites-moi pourquoi alors l'OTAN, depuis des années et des années, se rapprochait des frontières de la Russie? Mais Pourquoi ils ont Alexandre Orlov, pardon, vous avez envahi une partie de la Géorgie, vous avez envahi la Crimée, non. Vous avez envahi l'Ukraine. Avouez que ça crée un peu de méfiance. Non, je vous dis encore, avec l'Ukraine, ça n'a rien à voir. Ah bah oui, la Crimée a été toujours russe. Elle était toujours russe, depuis Catherine la Grande. C'est le droit international, vous dire ce que vous voulez, c'est le droit international, c'est une terre ukrainienne. Le droit international doit être respecté par tout le monde. Puisque ce qu'on constate, pourquoi le droit international est si mal respecté? Parce que les Occidentaux, ils le respectent quand ils veulent, mais quand ils ne veulent pas, ils ne respectent pas. Qui a commencé le premier? C'est l'OTAN qui a commencé à bombarder la Yougoslavie. Tout a commencé là. Écoutez, Nicolas Lerner, c'est le patron des services secrets français. Il était hier l'invité de LCI et il dit plusieurs choses à l'égard de la Russie. Il dit que vous avez une volonté impériale. Il dit aussi que le risque est que vous soyez tenté peut-être par une sorte de guerre préventive du fait que la Russie se sent, à tort dit-il évidemment, attaquée et menacée. Écoutez-le. Les idéologues auprès de lui indiquent régulièrement que la Russie sera empire ou ne sera pas, ce qui là aussi pose les bases idéologiques, conceptuelles d'une action qui un jour peut-être sera militaire. Et c'est ce qui justifie que la France, avec ses partenaires de l'OTAN, s'y prépare sans céder à la peur, mais en s'y préparant très sérieusement. Le scénario asymétrique, où ils attaqueraient un point faible ou relativement faible comme les pays baltes, est-ce qu'il existe pour vous? Ce sont des scénarios auxquels, en tout cas, il faut se préparer quand on voit ce soubassement idéologique auquel non seulement le président Poutine et ses équipes préparent les populations, mais auxquels ils croient profondément. Alexandre Orlov. Écoutez, je vous dirais les propos de ce monsieur, c'est vraiment l'exemple type d'endoctrinement français quand on parle toujours que c'est la Russie qui veut... Vous avez dit une guerre préventive. Mais vous savez qu'il existe la dissuasion nucléaire. La Russie, sur le plan militaire, est le plus fort pays au monde. Il n'a pas besoin des guerres préventives. Ça se discute. Parce que égalité avec les États-Unis, mettons. Oui, plus ou moins. Mais disons, nous avons certains armements qui sont plus sophistiqués que les leurs. Mais de toute façon, je sais que personne n'osera attaquer la Russie. Et on n'a pas besoin de guerre préventive. Alors, mais est-ce que vous contredisez? Il y a une contradiction. Vous dites personne n'osera attaquer la Russie, et il y a quelques minutes, vous dites l'OTAN cherche à vous attaquer. Elle cherche à nous déstabiliser. Il fait ça, il a commencé à faire ça avec l'Ukraine. Là, alors, il y a eu ce coup d'État en 2014. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est publiquement ou avoué par les Américains que ce coup d'État a été préparé par eux, justement pour arracher l'Ukraine de la Russie, créer un État... Alexandre Orlov, à ce compte-là, tout le monde déstabilise tout le monde. Vos agents sont très actifs ici en France, on l'a bien vu. Certains ont été renvoyés. De tout temps, la CIA a mené des opérations en Union soviétique. L'Union soviétique a mené des opérations en Occident. Ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Tout le monde le fait. C'est pas pour autant qu'on envahit le pays voisin. Non, écoutez, ça, je refuse toujours de commenter ça, puisqu'il faut donner disons, des exemples concret de la déstabilisation. Alexandre Orlov, quand on regarde l'histoire, il y a eu des moments de tension extrêmement graves. Crise de Cuba, 1962. Tout à l'heure, je vous entendais dire, vous avez commencé votre carrière dans les années 70, où il y a eu des moments où on a craint que la Troisième Guerre mondiale ne se déclenche. Est-ce qu'on risque, entre les États-Unis, cette fois directement, et la Russie, de retrouver ce type de tension? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais des fois, je me pose la question, mais est-ce que vraiment, pour arrêter cette escalade de tension, de la haine contre la Russie en Occident, il faut refaire une crise de Cuba. Peut-être ça sera salutaire. Après, les gens vont se calmer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas. Mais alors, montrer que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, si vous êtes prêts. Mais nous ne serons pas jamais les premiers pour attaquer l'Europe. Ça n'a pas de sens. Vous entendez bien que ce que vous venez de dire, par exemple, sonne comme très menaçant. Non, ce n'est pas du tout menaçant. C'est pas du tout menaçant. Mais je me pose la question, jusqu'où va aller cette escalade? Puisque l'escalade est initiée pas par nous. Cette escalade, elle est initiée par la France, notamment l'Allemagne et la Grande-Bretagne. C'est eux qui disent
il faut se préparer vers la guerre contre la Russie, que Macron dit que la Russie, c'est une menace existentielle pour la France, ce qui n'est pas du tout vrai. Écoutez, face à toutes ces déclarations de bellicistes, nous nous posons la question, mais jusqu'où ils sont prêts à aller? Alexandre Orloff, en tout cas, le charme des démocraties libérales, c'est que tous les points de vue s'expriment. Vous voyez, le vôtre peut s'exprimer. On va entendre dans quelques instants des points de vue très opposés,